Oubliez les grandes conférences où l'on disserte sur la paix. Écoutez plutôt le murmure de l'eau, le rire des enfants. Imaginez un pays que l'on croyait brisé à jamais, réveillé par des sons neufs et fragiles. Laissez-vous porter par cette histoire, non pas celle racontée sur une scène internationale, mais celle qui naît du quotidien, du retour obstiné de la vie là où régnait le silence et la poussière. Au nord du Burkina Faso, là où la guerre dictait sa loi, les villages étaient un jadis ensevelis, sous la poussière et le silence. Mais aujourd'hui, d'autres voix s'élèvent. Le ronronnement discret des pompes, les cris d'enfants qui courent là où, hier encore, la peur tenait tout le monde à distance. Sur cette terre épuisée, le retour de l'eau annonce la promesse des récoltes, des marchés qui reprennent vie, des familles rassemblées autour du même feu. Ces bruits, ces gestes, incarnent le retour à la normalité, à la possibilité de rêver à nouveau. Pour bien saisir l'ampleur de cette métamorphose, imaginez une région où pendant des années, l'unique bruit était celui des fusils, où même le chant des oiseaux avait disparu. Les écoles, jadis animées par le brouhaha des élèves, n'étaient plus que des bâtiments calcinés. Les anciens se souviennent de temps plus paisibles, mais pour toute une génération, la peur était devenue la norme. Aujourd'hui, voir des enfants oser jouer près d'un puits, entendre le chant d'une femme au marché, c'est déjà une victoire contre l'oubli du bonheur simple. Ce renouveau ne descend pas du ciel, ni d'un convoi humanitaire. Il est né de la ténacité d'un peuple qui a refusé de se laisser enfermer dans ses cicatrices. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ils ont choisi la dignité plutôt que l'assistanat, la reconstruction quotidienne au lieu de mots venus d'ailleurs. Ibrahim Traoré, jeune chef militaire à la silhouette sobre, n'a jamais promis de miracle. Il a simplement affirmé que la dignité et la souveraineté ne se négocient pas. Elles se bâtissent chaque jour à force de travail et de solidarité. Ici, la paix n'est pas un slogan crié sur une scène internationale. Elle se tisse geste après geste, une mère qui retrouve le sommeil, un enfant qui franchit la porte de l'école sans craindre les armes, un puits ancien qui désaltère à nouveau tout un village. Chaque sourire retrouvé, chaque geste de confiance est une victoire muette sur la nuit d'hier. C'est dans ces petits détails, souvent invisibles aux yeux du monde, que se construit la vraie résilience. Ce qui se joue dépasse le destin d'un seul pays. Si nous fermons les yeux sur cet exemple, nous enterrons l'idée même que l'autonomie collective soit possible. Ici, sous nos yeux, la dignité renaît là où tout semblait irrémédiablement perdu. Beaucoup de nations, autrefois marquées par la guerre, ont tenté de renaître. Mais peu ont su le faire en refusant la dépendance extérieure, en misant sur leur propre énergie. Mais comment cette résurrection silencieuse a-t-elle germé là où ne subsistaient que ruines et exils ? Il faut regarder de plus près la toile invisible qui a permis ce retour à la vie. Chaque fil de cette toile est tissé par des mains anonymes, des agriculteurs, des instituteurs, des mères de famille, des jeunes décidés à ne plus fuir. C'est l'union de ces forces, souvent discrètes, qui forment la trame du renouveau. Plongeons maintenant dans le quotidien de celles et ceux qui, chaque jour, reconstruisent leur avenir sur ces terres. C'est là, dans les gestes les plus modestes, que s'incarne la véritable transformation. Loin des caméras, loin des projecteurs, la reconstruction commence dans des gestes simples. Réparer une pompe, planter un arbre, nettoyer une salle de classe abandonnée. Imaginez un pays où plus du tiers de la terre s'est effacé, avalé par le chaos. Là-bas, l'ordre s'est dissous, les villages sont des carcasses calcinées et les routes englouties sous la poussière. Ce qui demeure, c'est la peur, l'exil et le silence épais des écoles abandonnées. Des familles entières se sont retrouvées sur les routes, marchant des jours, parfois des semaines, pour trouver refuge dans des camps improvisés. Chaque pas était un arrachement, chaque nuit une incertitude. Plus de 2 millions de personnes ont été arrachées à leur foyer. Elles ont laissé derrière elles des maisons fracturées, des souvenirs dissous par la violence. Partout, la marque du désastre. Marchés vides, champs envahis par les herbes folles, enfants suspendus entre présent et avenir. Dans certains villages, seuls les vieux restaient hantés, gardant la mémoire de ce qui fut, attendant le retour des leurs. Dans cette nuit, un homme se lève, Ibrahim Traoré. Nous sommes en 2022. Il prend la tête du Burkina Faso et impose une rupture. La sécurité passe avant tout, mais cette fois, sans attendre les promesses brisées venues de loin. Sa vision ? Une stratégie immédiate, ancrée dans la réalité, forgée dans l'urgence. Il sait que sans sécurité, rien d'autre ne sera possible, ni développement, ni retour de la confiance, ni même l'espoir. Il repense la défense du pays en 2 couches. D'abord, des bataillons d'intervention rapide entraînés pour reconquérir les zones perdues, rouvrir les routes et rendre le mouvement possible.
Ensuite, des forces mobiles s'installent au cœur des villages, protègent chaque puits, chaque école, chaque marché. Et elles redonnent souffle à la vie quotidienne, pierre après pierre. Cette approche rappelle d'autres expériences. En Colombie, dans les années 2000, des unités spéciales avaient été déployées pour restaurer l'autorité de l'État dans des régions sous l'emprise de la guérilla. Mais ici, la particularité burkinabé réside dans la volonté de ne jamais perdre le contact avec la population. Les premiers résultats surgissent vite. En moins de 3 années, des axes majeurs sont libérés et réouverts. Des écoles reprennent vie. 1 million de femmes, d'hommes et d'enfants osent revenir chez eux, là où il ne restait que la ruine. Des villages entiers renaissent. À Dori, par exemple, un marché hebdomadaire, fermé depuis 2 ans, accueille à nouveau les marchands de mil et de bétail. Les sons de la vie quotidienne, le chant du coq, le tumulte du marché, remplacent peu à peu le silence pesant. Car sans sécurité, rien n'est possible. Pas de commerce, pas de récolte, pas d'espoir. La sécurité, voilà le socle, la condition qui permet, un jour, de rêver plus loin. Cette leçon, de nombreux pays l'ont apprise à leurs dépens. En Somalie, par exemple, l'absence de sécurité a empêché toute reconstruction durable, malgré des décennies d'aide internationale. Mais la paix, fragile, n'est jamais acquise. Quand les armes se taisent, un autre défi surgit tout aussi vital. Il faut maintenant affronter la faim. C'est un combat silencieux, qui mobilise chaque famille, chaque communauté. Car la sécurité sans nourriture n'est qu'une illusion de bien-être. Les armes se sont tues, mais le pays doit maintenant se battre pour remplir ses greniers. La reconstruction ne s'arrête pas à la sécurité, elle commence à table. Nourrir chaque bouche, c'est garantir la paix chaque jour. L'histoire regorge d'exemples où la faim a fait basculer la stabilité retrouvée. En Irak, après 2003, la pénurie alimentaire a alimenté la défiance et l'instabilité. Quand les fusils se taisent, un autre ennemi avance, insidieux et tenace, la faim. Cette faim, ce n'est pas seulement le ventre vide, c'est la peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants demain. C'est le spectre de revoir s'installer la dépendance, l'humiliation de tendre la main pour du riz venu d'ailleurs. À peine la poussière retombée sur les villages du Burkina Faso, une lutte nouvelle s'impose. Nourrir sa population sans céder à la facilité du secours étranger devient la première urgence. L'État, porté par une fierté retrouvée, déploie un vaste plan agropastoral et halieutique pour les années 2023 à 2025. Fini les cargaisons de riz importés, désormais les tracteurs sillonnent les plaines, les semences locales reprennent racine et l'eau précieuse est captée, stockée, partagée. Les champs s'éveillent. Le riz du pays emplit les marmites des cantines scolaires, remplaçant les sacs venus d'ailleurs. Chaque grain moissonné incarne une victoire silencieuse sur la dépendance. Les marchés locaux, jadis désertés, vibrent à nouveau au rythme des récoltes et des cris d'enfants. À Waïgouya, par exemple, une coopérative de femmes a relancé la culture du niébé, apportant une solution locale à la sous-nutrition. Mais la révolution ne s'arrête pas au grenier. Les femmes et les jeunes, longtemps relégués aux marges, prennent les premiers rôles dans cette transformation. On les retrouve à la tête de coopératives, derrière les étals ou courbés sur la terre, moteur essentiel de cette économie en marche. Dans la commune de Kaya, un groupement de jeunes a inventé un système de microcrédit basé sur la vente des légumes bio, permettant à de nouveaux maraîchers de s'installer chaque mois. Ils inventent de nouveaux circuits de distribution, créant des marchés de quartier, réinventent le troc et font circuler l'argent de main en main sans passer par les grands bailleurs de fonds. Par ces gestes quotidiens, une nouvelle économie de la dignité s'installe peu à peu, distançant la vieille logique de l'assistanat. Cette dynamique évoque celle du Bangladesh dans les années 70, où des femmes ont bâti des réseaux de microfinance qui ont transformé l'économie locale. Ici, la souveraineté alimentaire dépasse la question de survie. Elle décide qui détient la clé du futur. Celui qui nourrit son peuple possède la liberté de choisir sa route. Mais chaque saison porte sa menace. Sécheresse, maladie, cours mondiaux imprévisibles. À tout moment, la dépendance pourrait ressurgir. Pour éviter cela, des formations sont organisées partout, sur la diversification des cultures, la gestion de l'eau, la lutte contre les ravageurs. Pourtant, dans chaque village relevé, dans chaque champ désherbé, une vérité s'enracine. La dignité ne se mendie pas, elle se cultive lentement, patiemment. Désormais, ce n'est plus la faim qui dicte la loi, mais la capacité à faire pousser l'espoir. C'est dans ce refus de la facilité, dans le choix de produire plutôt que de recevoir, que se joue le renouveau du pays. Et lorsque l'eau revient, que les moissons emplissent les greniers, d'autres alliés essentiels réapparaissent sur la terre, les animaux.
Le retour du bétail est un signe, presque un symbole, du retour de la prospérité. Les anciens racontent que jadis, le bonheur d'un foyer se mesurait au nombre de chèvres et de vaches qui broutaient près de la case. Mais dans cette quête de résilience, le bétail et les troupeaux jouent un rôle oublié. Leur retour annonce une nouvelle étape dans la restauration de l'équilibre et la reconquête de l'autonomie. Dans la région du Sahel, un éleveur explique : « Quand mes vaches reviennent, c'est tout mon village qui revit. Nous avons du lait, de la viande, et nous pouvons vendre au marché. » Un pays peut-il vraiment renaître à partir d'un simple troupeau de chèvres ? Cette question à la fois naïve et provocante est pourtant le cœur battant de la révolution silencieuse du Burkina Faso. Ici, la souveraineté n'est pas un slogan. Elle s'incarne dans l'ingéniosité quotidienne des familles et dans la force tranquille de leur bétail. Cette renaissance par l'élevage fait écho à l'expérience du Rwanda, après le génocide, où la distribution de vaches aux familles les plus pauvres a permis de reconstruire l'économie rurale. Dans chaque village, la même scène se répète. Des familles reçoivent non pas de simples dons, mais des chèvres, des vaches, des vaccins, et surtout d'une formation rigoureuse. On leur apprend à élever, à soigner, à bâtir pas à pas une prospérité sur 4 pattes. C'est un pari sur la patience, sur la lenteur féconde de l'élevage, pour que chaque foyer retrouve une source de revenus stable et digne. À Titao, une jeune femme, Aïssata, raconte comment 3 chèvres reçues, il y a 2 ans, ont permis à sa famille de traverser la saison sèche sans avoir faim. Le gouvernement n'a pas seulement distribué du bétail, il a lancé un vaste programme de vaccination, protégeant des dizaines de milliers d'animaux contre la maladie. En parallèle, il a encouragé la naissance d'une véritable filière locale, où viande, lait et cuir sont désormais transformés sur place. À chaque étape, de la ferme à l'atelier, la valeur ajoutée reste au village. Les emplois se créent, l'économie s'enracine, loin des circuitons d'importation coûteux et incertains. Ce modèle s'inspire des stratégies gagnantes observées au Sénégal avec la valorisation du lait local. Au centre de cette révolution, il y a les femmes. À travers la transformation laitière, elles accèdent à une autonomie inédite. Elles fabriquent du fromage, du yaourt, du beurre qu'elles vendent au marché. Cet argent leur permet de scolariser leurs enfants, d'investir dans des outils, parfois même de lancer des coopératives. Les jeunes, eux, réinventent leur avenir. Éleveurs, vétérinaires, artisans, vendeurs de produits locaux. La jeunesse n'aspire plus à l'exil, mais à l'enracinement. Dans le village de Gourcy, une coopérative laitière fondée par des jeunes diplômés a permis de créer 20 emplois directs en moins de 2 ans. Ce capital à 4 pattes, comme on l'appelle ici, n'est pas qu'une richesse économique. C'est la dignité retrouvée, la solidarité qui renaît dans chaque village. Lorsqu'une famille reçoit un chevreau, elle s'engage à en offrir un à une autre famille l'année suivante, créant ainsi une chaîne d'entraide et de confiance. L'économie devient circulaire, la prospérité circule sans quitter le territoire. Cette pratique, inspirée du principe de lavage de la solidarité au Mali, crée un maillage social fort, fondé sur la confiance et la réciprocité. Mais cette conquête reste fragile. Perdre cette autonomie entraînerait un retour à la dépendance, à la précarité, à la peur de manquer. Le pari du Burkina Faso, c'est de défendre cette conquête jour après jour, de refuser l'assistanat et de faire de chaque famille le pilier de la reconstruction nationale. Pour consolider ces avancées, des formations continues sont proposées, des foires agricoles organisées, des crédits adaptés mis à disposition des petits producteurs. Mais ce nouvel équilibre, aussi prometteur soit-il, reste menacé. Car la moindre faille pourrait tout faire basculer et rappeler au pays la fragilité de ses conquêtes. Dans les années 80, la sécheresse avait anéanti tous les progrès accomplis en une décennie. Aujourd'hui, la vigilance est de mise. La gestion de l'eau et la diversification des ressources sont devenues des priorités nationales. Derrière chaque numéro d'aide, il existe une promesse muette mais puissante. Ici tu comptes, ici tu appartiens à la nation. Ce n'est pas un simple formulaire, mais un geste de reconnaissance. Une main tendue pour aider chacun à se redresser, soutenu par la force du collectif. Ce principe s'inspire des modèles nordiques où l'État-providence n'est pas un luxe mais un droit fondamental. 3 piliers portent ce renouveau social. Le registre social unifié, le programme d'appui aux ménages et personnes vulnérables et la régie d'assurance maladie universelle. Le registre social unifié, c'est la première fois que chaque famille du pays est identifiée, reconnue, suivie. Derrière chaque nom, une histoire, un visage, un droit rétabli. Plus personne n'est invisible, plus d'oublié. Cette démarche rappelle la création du registre national en Inde, qui a permis de cibler efficacement les aides sociales. Le programme d'appui va plus loin. Il soutient ceux qui, hier encore, survivaient prends dans l'ombre, abandonnés de tous.
Aide alimentaire, microcrédit, accès aux outils essentiels. Tout est pensé pour que personne ne soit laissé pour compte. Même la régie d'assurance maladie universelle, jadis un rêve lointain, devient réalité. Désormais, chaque citoyen, riche ou pauvre, est protégé face à la maladie, sans craindre de tout perdre. Cette sécurité sanitaire est comparable à celle instaurée en Thaïlande, qui a réduit de moitié la pauvreté en 10 ans seulement grâce à une couverture santé universelle. Ces mesures bouleversent le quotidien. Sur tout le territoire, la scolarisation bondit. Des milliers d'enfants autrefois livrés à eux-mêmes retrouvent le chemin de l'école. La couverture santé, elle, a doublé en quelques années à peine. Des marchés rouverts, des villages qui reprennent vie, une confiance nouvelle envers l'État. Partout, la société se remet debout. À Bamfora, une famille témoigne. Avant, la maladie était une condamnation. Aujourd'hui, nous savons que nous serons soignés. L'État-providence burkinabé n'est plus cette voix lointaine qui distribue la charité. Il devient partenaire, protecteur, garant du droit de chacun à se relever, à espérer, à bâtir demain. Ce nouvel État ne fait pas l'aumône, il restaure la dignité. Cette mutation rappelle la montée de l'État social en France après la Seconde Guerre mondiale, où l'accent fut mis sur la reconstruction de l'humain, pas seulement des infrastructures. Mais cet équilibre reste fragile. Relâcher l'attention, oublier les plus vulnérables, c'est risquer de voir revenir l'exclusion, la défiance et parfois ces crises qui dévastent tout. Ici, la solidarité n'est pas un slogan. Elle est le rempart invisible qui protège chaque foyer, chaque rêve fragile. Dans les années 90, en Côte d'Ivoire, la négligence des filets sociaux a conduit à une montée de la pauvreté et à des tensions sociales accrues. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse la simple réforme administrative. C'est une idée neuve de la nation qui prend corps. Une nation qui se reconstruit en garantissant à chacun sa place, en protégeant les enfants, en épaulant les familles. Cette révolution silencieuse commence dans les mentalités, dans la jeunesse, dans l'éducation et dans la capacité retrouvée à rêver collectivement. C'est une leçon universelle. Partout où la confiance renaît, l'espoir fleurit. Mais si ce progrès s'enracine, c'est aussi parce qu'il naît de la volonté des Burkinabés eux-mêmes. C'est là que réside la véritable force de cette renaissance. Aucune réforme ne peut réussir si elle n'est pas portée par la population. Au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction a été possible car chaque citoyen s'est senti responsable du destin collectif. Il n'existe pas de terre morte, seulement des peuples qui cessent d'y croire. Le Burkina Faso le prouve aujourd'hui. Ce n'est ni un miracle, ni un hasard, ni un don tombé du ciel. Ce pays se relève parce que chaque matin, des hommes et des femmes font le choix de la dignité. Planter une graine, puiser l'eau, protéger leurs enfants, rêver à voix haute malgré la poussière et la fatigue. C'est la somme de ces efforts, souvent invisibles, qui bâtit une nation résiliente. C'est la somme de ces gestes simples, répétés jour après jour, qui bâtit la souveraineté véritable. Ce n'est pas le drapeau hissé lors des défilés, mais la main calleuse qui partage le pain, l'instituteur qui rouvre la porte de l'école, la jeune femme qui veille tard pour finir de réparer la pompe du village. Là où certains ne voyaient que ruines et peurs, d'autres ont imaginé une promesse à réinventer. Cette philosophie rejoint celle de la Finlande, qui a fait de la solidarité et de l'éducation la clé de sa reconstruction après la guerre d'hiver. Personne n'a attendu l'accord des puissances étrangères pour recommencer à semer. Personne n'a attendu les instructions des « experts » venus d'ailleurs pour savoir quand la paix reviendrait, ni comment remplir les greniers. La dignité ici n'est pas un mot, c'est une façon d'habiter chaque minute, une résistance quotidienne à la fatalité. Les Burkinabés savent que leur avenir ne dépend que de leur capacité à s'unir, à inventer, à persévérer malgré les obstacles. Le vrai danger pour nous tous, c'est d'oublier cela. D'oublier que la souveraineté ne dépend ni des frontières, ni des traités, ni des discours officiels. Elle prend forme dans la manière dont chacun protège le rêve fragile de l'enfance, dans le refus obstiné du découragement. Si l'on ne défend pas cette dignité vécue, on s'expose à la plus grande des défaites, celle qui fait taire l'espoir et tue la volonté d'agir. C'est là une leçon à méditer pour toutes les sociétés en crise ou en reconstruction. Le Burkina Faso nous rappelle que la seule richesse authentique ne s'achète pas. Elle réside dans la confiance retrouvée entre voisins, la foi en la reconstruction, le travail partagé autour d'un projet commun. C'est là, dans la poussière mêlée à la lumière, que renaissent les nations. Les grandes puissances, si promptes à imposer leur modèle, devraient s'inspirer de cette modestie qui bâtit, pierre après pierre, un avenir solide. Que ce récit nous serve de mise en garde,
Toute société qui renonce à se relever seule se condamne à la dépendance et à la résignation. Mais celle qui ose défendre la dignité, la foi, le travail, cultive le terrain où refleurissent la paix et les rêves d'avenir. Prenons exemple sur ces peuples qui, à contre-courant des facilités, forgent un destin à la mesure de leurs espoirs. Il n'existe vraiment pas de terre morte, seulement des peuples qui oublient au moins tôt de croire en demain. Le Burkina Faso, par son courage tranquille, nous invite à cette reconquête universelle. Un peuple, une terre, une dignité. Voilà le secret de toute renaissance. À chacun de nous de relever le défi. Chaque jour,